Alors bonjour, bienvenue à LVA TV. Ce matin, nous sommes en compagnie de Steve Côté, acériculteur. Steve Côté, on se connaît parce qu'en fait, on s'est rencontrés il y a plusieurs années avec Daniel Gaudreau, qui est venu aussi sur notre plateau il y a quelques mois, dans un restaurant de mémoire à Drummondville. On s'est revus sur une manifestation devant l'Assemblée nationale à l'époque du rapport Gagné. Oui, exactement. Donc on a déjà eu un peu écho de votre histoire. On savait que vous étiez en conflit, vous aussi, avec votre fédération acéricole. Et vous êtes venu ici ce matin à LVA TV, suite, je pense, à la nouvelle sortie de Nathalie Bombardier, en fait, qui a remis de l'avant la problématique de la sériculture, en plus de son intimidation avec le MAPAC. Et je pense que vous vouliez peut-être nous raconter un peu votre histoire. Comment ça s'est passé, vous, en fait, votre conflit avec la fédération? Ça partit d'où, tout ça, en fait? Disons que ça fait longtemps que c'est parti parce que moi, j'ai racheté l'érablière de mon père. Et mon père était déjà en conflit avec la fédération dans les années 2005, 2004-2005. Moi, j'ai racheté en 2006. Puis de là, j'ai été quelques années là, sans avoir de problème, mais à un moment donné, j'ai vu que j'étais un producteur sans contingent et que je vendais mon produit par moi-même. Alors, en 2012, j'ai reçu des papiers de la fédération disant que j'étais en infraction, etc., etc. Puis à l'époque, il me réclamait 656 000 en amende. OK. Euh, Mais vous, quand vous vendiez sans contingent, en fait, vous vendiez à l'extérieur du Québec? oui, OK. oui, principalement aux États-Unis. Puis de là, en 2013, ils sont arrivés pendant la période des sucres, ils ont saisi toute ma production. Là, on a contesté, en tout cas, on a été à différents niveaux de justice. En 2014, ils sont venus encore. En 2015, on a eu les gardes de sécurité dans les cabanes à sucre. Comme chez Godreau? Comme chez M. Godreau. En 2016, j'avais pris une espèce d'entente. En 2016, ça. Pour 2016, qui me donne, que j'avais le droit de produire, mais que je devais livrer mon sirop À la fédération. à la fédération, absolument. Donc, ça a été fait. Mais en 2017, là, ils sont venus et ont saisi encore. Mais avant de rentrer plus dans le détail de peut-être l'accord avec la fédération, ou du moins comment ça s'est terminé, qu'est-ce qui motive en fait un acériculteur? Parce que je sais que vous êtes plusieurs. Là, il y a M. Champagne, il y a Daniel Gaudreau, il y en a d'autres qui nous ont contactés, une douzaine en fait en ce moment qui nous contactent. Quelle est la motivation pour un acériculteur qui sait pertinemment qu'il est hors de la loi d'une certaine façon par rapport à la fédération acéricole de continuer en fait à vendre à l'extérieur? Vous croyez vraiment que ça va renverser, à mon avis? Ben, c'est parce que moi, j'ai dans l'idée qu'on devrait être en libre marché. En plus que le sirop d'érable, c'est un produit d'exportation. Et c'est très rare qu'on limite la production d'un produit d'exportation, parce que c'est comme aller contre l'idée de l'économie. Fait que c'est pour ça qu'on a tout le temps continué à se battre pour dire, ben, regardez, on devrait avoir le droit d'en produire et d'en vendre où on veut. D'un, on est supposé d'être en pays capitaliste et en pays libre. Fait qu'on devrait avoir le droit de vendre notre produit où on veut, à qui on veut. Là, les règles qui ont été mises en place, en plus, sont très, très strictes. Fait que disons que c'est un peu contre mes principes et je pense contre les principes de beaucoup de monde. Là. Et je pense qu'il y a beaucoup de producteurs qui font partie de la fédération, mais c'est justement parce qu'ils n'ont pas le choix. Je pense que s'ils leur donneraient le choix, il y aurait peut-être plus de gens qui seraient à côté de ce système-là. Mais là, il est obligatoire. C'est obligatoire. Puis là, en fait, donc vous êtes en conflit avec la fédération, vous avez des amendes, vous avez parfois des ententes comme en 2016. 2017, ils reviennent. Puis au final, vous prenez entente avec eux pour ne pas avoir de procès, c'est ça? Oui, ben, disons que dans mon cas, les différents niveaux de course étaient déjà prononcés. Le coup de marteau était donné. Là, l'amende était de 421 657 $. Fait que donc, ça, j'étais condamné.
Et ils avaient pris des hypothèques légales sur tous mes terrains, toutes mes possessions. Puis là, en 2018, ben, justement, ils ont ressaisi encore. Puis là, ils ont dit, ben, on ne t'ordonnera pas tes barils, on va les vendre aux enchères, on va probablement venir saisir d'autres choses pour se payer. Fait que donc, là, j'étais comme acculé au pied du mur. Fait que j'ai pris une entente avec eux. OK. Puis là, quand vous dites on prend une entente avec eux, c'est que là, vous avez une entente dont vous ne pouvez pas parler, de ce que je comprends, c'est que ça reste confidentiel? Oui, c'est confidentiel, ben, les modalités, mais comme je vous dis, l'amende comme telle n'est pas confidentielle. Ça, c'est public. J'ai été condamné. Là. Ouais. Mais ça, est-ce que, en tout cas, je ne veux pas non plus vous embarquer dans quelque chose de confidentiel qui deviendrait non confidentiel, mais quand vous dites je reçois une amende de 400 et quelques mille dollars, vous prenez entente, est-ce qu'un acériculteur paye l'amende de 400 et quelques mille dollars ou pas forcément, ou ça dépend des conditions? Oui, une amende, vous devez la payer. Même si vous avez pris entente? Oui. OK. OK. L'amende est là. Mais ce que je veux comprendre, il y a quand même des avantages à prendre entente. Sinon, vous paieriez l'amende et vous diriez je continue, non? Oui, bien c'est parce que, ça dit, là, moi, dans mon cas, il était pour venir saisir à peu près tout ce que j'ai pour se payer. OK, donc en fait, ouais, fait que là, disons que j'ai pris une entente pour gagner du temps, puis essayer de vendre mon érablière, en tout cas, essayer parce que là, de survivre. Actuellement, vous êtes encore acériculteur. Vous êtes un peu dans le cas d'Angèle Grenier, en fait, qui finalement a fini par vendre son érablière, qui aujourd'hui s'exprime comme ex-acéricultrice. C'est ça. Mais n'a plus à faire quand elle s'exprime à la Fédération. C'est ça, exactement. C'est un peu le but, moi aussi, là, comme c'est là, j'essaie de vendre mon érablière pour, justement, puis en plus, passer à autre chose, parce que là, à un moment donné, puis la deuxième raison, c'est que pour payer ces montants-là, il faut travailler. Il faut travailler beaucoup et il ne restera pas grand-chose en bout de ligne. Là. Tu sais, là, la production, quand on paye les dépenses, les hypothèques, les ci, les ça, plus ça, à un moment donné, il ne reste plus grand-chose. Là. Fait que travailler pour le plaisir de travailler, j'aime ça faire du sirop d'érable, là, mais à un moment donné, il faut manger aussi. Là. Fait que c'est pas nécessairement par gaieté de cœur qu'on fait ça. Là. Alors, M. Côté, on va vous souhaiter beaucoup de succès dans la vente de votre érablière et en espérant que vous aurez un beau projet de vie pour la suite des choses. Merci. Merci.